Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 23 avril 2025. Alors on ne sait pas si c'est le 22, le 20, le 18, parce qu'on a l'impression de revivre un peu la même journée à chaque fois en bourse, hein. C'est un jour sans fin, on va entendre bientôt cher à la radio, parce qu'on a encore Donald Trump qui nous fait du Trump, c'est-à-dire il dit une chose un jour, il dit l'inverse le lendemain, il redit la même chose de ce qu'il a dit la veille le jour suivant, et ainsi de suite. Et les marchés, alors les marchés pour le coup, qui font exactement ce que Trump dit, c'est-à-dire sans anticipation, on va se désengager rapidement des marchés quand il y a des mauvaises nouvelles, et puis on se réinvestit massivement quand il annonce des bonnes nouvelles, et on se désengage rapidement du marché à chaque fois qu'il réannonce des mauvaises nouvelles, et ainsi de suite. Et c'est un peu ce qui nous fait depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a donc eu plutôt des bonnes nouvelles sur le fait que le poste de Jérôme Powell ne serait pas menacé, hein. Il avait menacé notamment de limoger. Alors je ne sais pas s'il a vraiment les moyens ou pas, mais on n'est pas loin de l'ingérence politique sur un poste qui est normalement alors aux États-Unis, hein, qui doit être indépendant de l'État et du gouvernement. Sur d'autres pays, je crois que c'est au Japon, c'est différent, mais aux États-Unis c'est pas le cas. Et également la possibilité de réduire les taxes douanières avec la Chine. Alors on avait déjà réduit sur certains secteurs, notamment les secteurs clés et les secteurs qui handicapent trop finalement les États-Unis s'ils sont sous embargo. Enfin, embargo, c'est ce qu'on appelle un embargo, parce que quand vous multipliez le prix par 3, au final personne va acheter vos produits. Donc les taxes qu'il a mis, c'est quasiment des embargos pour les pays concernés. Et donc il serait prêt aussi là aussi à baisser les taxes donc sur la plupart des produits en provenance de Chine, et donc des accords. Donc c'est ce qu'on disait il y a quelques temps, cette politique avait aucune chance de tenir dans le temps. Alors il a réagi relativement rapidement, ça c'est plutôt bien. Et donc on commence les négociations, forcément avec déjà tous les pays, avec l'Europe et puis maintenant avec la Chine. Donc le but c'est que ça débouche sur des négociations et des accords commerciaux. Donc a priori, c'est ce qui va se passer maintenant. On va encore avoir des secousses, hein. Avec Trump, on est habitué. Il va encore nous dire probablement cette semaine ou la semaine prochaine que les Chinois, c'est les pires du monde. Et puis demain, après-demain, dans 3 jours, nous dire que c'est ses meilleurs amis. Voilà, donc les marchés réagissent fortement aujourd'hui avec le Dow, qui est autour des 40 000. Donc on revient ici sur la zone des 39 889, les plus hauts, mars 2024, mai 2024, juillet et août 2024 qu'on avait cassé, et on y revient enfin, donc plutôt bien. C'est pas encore fini, on va encore quand même avoir quelques périodes de volatilité, mais ce qu'on attendait finalement, c'est-à-dire le plan de taper sur tout le monde et de négocier ensuite, est en train de se mettre en place. Donc on attend les accords avec les différents pays. Mais toujours avec Trump, ça se fait dans la brutalité et la menace. Le Nasdaq, c'est pareil, les marchés français aussi, le Nasdaq qui rebondit. Et c'est intéressant de voir le Nasdaq parce que c'est... alors on était passé quelques jours au-dessus de la moyenne à 20 déjà au mois de mars. Là, c'est la deuxième fois, mais on casse l'oblique court terme. On est toujours, on le voit plutôt dans une phase relativement moyenne sur le Nasdaq et les technologiques, mais il y a un mec quand même, c'est plutôt des signaux intéressants, cassure de moyenne à 20, cassure d'oblique. On aura un troisième signal avec la cassure ici du plus haut du rebond technique sur les 19 234, et ensuite moyenne à 200, et après c'est merveilleux après. Mais pour l'instant, oui, on aura certainement un peu de construction, mais on met les étapes une après une pour avoir cette phase de construction et de rebond et de retournement sur les marchés, donc plutôt positif jusqu'au jour où Trump va encore nous annoncer autre chose, mais on est quand même plutôt rassuré quand même. Mais les marchés réfléchissent pas. Il y a une panique, il y a un manque de visibilité, ils se retirent, donc toutes les actions tombent. On a à nouveau de la visibilité, on a des performances qui peuvent arriver. Ils réinjectent tous les flux dans le marché, donc c'est ça ce qu'on a depuis plusieurs jours. Et enfin les marchés français, on va les voir après. Avant de commencer, je rappelle quand même que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Avant de voir le CAC, quelques actions que je suis qui semblent intéressantes aussi. On va parler rapidement des chiffres macroéconomiques qui sont tombés aujourd'hui, notamment sur les PMI manufacturiers et services, donc ça mesure notamment la santé,
économique des pays sur le manufacturier, donc secteur primaire et sur les services. Et ses revenus plutôt moyens, on le savait. Alors je vous fais grâce des dixièmes. Pour le manufacturier et le service, en France on est à 48 et 46. En Allemagne, on est à 48 partout. En Europe, on est à 48 et 49. Grande-Bretagne, 44, 48. Et aux États-Unis, on se maintient au-dessus des 50, 50 et 51. Au-dessus des 50, on a un secteur en expansion. En dessous, c'est plutôt de la contraction. Donc, il faut toujours viser un des PMI au-delà des 50, voire mieux. Un petit point sur l'Inde, qui annonçait aussi ses chiffres PMI. Ah, ça fait rêver. 58 manufacturiers, 59 services. Là, c'est l'équivalent du CAC 40 en Inde. On l'avait dit, début mars. Possibilité de rebond intéressante, confirmée mi-mars, et puis début avril aussi. Et on le voit, ce phénomène de congestion qui est sorti vers le haut et qui est maintenant ici autour de la moyenne à 200. Donc là aussi, depuis les plus bas, on a gagné 11% et on confirme le retournement du marché indien. Donc toujours intéressant de s'exposer, je pense, aux pays dont on n'a pas l'habitude en bourse, parce qu'on fait beaucoup de France, Europe, États-Unis, la Chine de plus en plus, mais il y a aussi d'autres pays comme ça qui sont super intéressants et l'Inde en fait partie. C'est une des croissances les plus intéressantes. Alors on va pas en détail avec les actions, mais on prend l'équivalent du CAC qui mesure un peu la santé des entreprises indiennes, c'est toujours favorable. Donc là on a l'ETF par exemple, si vous voulez acheter indien. Amundi India PEA, donc on peut l'avoir dans un PEA en France, et le code c'est PINR. Donc ça peut être toujours intéressant de s'exposer au marché indien. On va regarder le CAC 40 qui fait plus de aujourd'hui, tout est vert aujourd'hui, quasiment, avec Donald qui souffle le chaud et le froid. Donc on est toujours en cette période de volatilité avec des hauts et des bas, et on est plutôt dans le haut aujourd'hui, donc on aligne des bonnes nouvelles, on n'a pas trop de mauvaises nouvelles avec les résultats aussi qui vont arriver et qui ont été plutôt bons, on l'a vu sur les valeurs, certaines valeurs américaines. Alors il y a eu Tesla, j'ai fait une vidéo ce matin si ça vous intéresse de regarder notamment les résultats qui étaient moyens, mais surtout la perspective d'avenir qui est plutôt intéressante et qui mérite d'être achetée. Il y a aussi Elon Musk qui devrait plus ou moins se désengager du gouvernement pour se recentrer un peu plus sur son entreprise. Et donc, des résultats aussi de valeurs françaises qui arrivent et qui sont plutôt corrects. Donc, on est plutôt dans le haut et pas loin de revenir au-delà des 7006. C'est les 7006 qu'il faut casser pour certainement aider le CAC à vraiment donner une dynamique favorable. Parce que là, on est toujours en cette période un peu de congestion, mais on n'est pas loin de confirmer. Et puis avec beaucoup de résultats cette semaine, ça devrait peut-être se faire. On va voir les grosses variations et notamment Eurofins Scientifique. Ils ont donné leurs résultats ce matin et des résultats qui ont été largement appréciés, on le voit. Et enfin, alors moi j'étais négatif depuis un moment sur Eurofins et je pense qu'avec les résultats d'aujourd'hui, on peut enfin jouer Eurofins dans un portefeuille. On voit, c'était depuis 2021-2022, on n'a fait que baisser. Ensuite, on a continué la dégradation un peu plus lente. Certaines attaques aussi de fonds activistes ici à l'été 2024. Mais on était toujours négatif. On avait créé ce gros gap là au mois d'octobre 2024. Et il est comblé aujourd'hui. Hop. Et on en fait un haussier. Donc ce gap là, il n'existe plus. Parce qu'on l'a comblé avec le chandelier là. Par contre, il y en a un nouveau ici. Entre les 49,7 en gros et les 51,3. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on aime bien les gaps haussiers. C'est les gaps baissiers qu'on n'aime pas. Donc, favorable. Il n'y a plus de gap ici. On est au-dessus de toutes les moyennes. On casse aussi une oblique un peu court ou moyen terme sur les plus hauts qui étaient fréquemment touchés. On vient de la casser. Là aussi, on va peut-être pas partir en torche comme une techno, mais il y aura peut-être un peu un retour par là, une congestion et puis certainement une reprise haussière sur le titre, parce que là, enfin, ça semble intéressant. Alors, petit bémol quand même sur pas mal de valeurs scientifiques et pharmacie, sur les droits de douane aux États-Unis et l'exposition aux États-Unis, on n'a pas trop de nouvelles encore, donc attention, mais vu qu'il est en train quand même d'annoncer
pas mal de nouvelles pour avoir des taxes un peu moins fortes et des accords. Je pense que tout ce qui est pharmaceutique aussi, ça devrait bien se passer. Donc, alors c'est pas ma favorite, mais aujourd'hui, je ne suis plus négatif sur Eurofins Scientifique et on peut à nouveau, je pense, s'intéresser à la valeur à nouveau. Forcément, quand quasiment tout est vert, bah, c'est les valeurs défensives hein, qu'on va plutôt éviter. Donc on a Orange qui est un peu rouge. On a Danone aussi à 0,7. Danone qui est pas loin de ses plus hauts. Et Carrefour, alors Orange ils sont là, hein, qui continuent hein, de progresser, c'est impressionnant hein, ce qu'ils vont faire. Alors il y a la résistance à... Non, il n'y a pas de résistance ici, je sais pas ce que ça fait ça. Ah si, c'était la résistance en hors dividende ajusté, celle-là. 12,7. C'est ça, c'est 12. Maintenant, on les a dépassés. On est dessus, les 12,7. Vraiment, c'est pas très important. Donc, toujours haussier hein, sur Orange. Et plutôt penser quand même à monter les stops, malgré une dynamique assez impressionnante. Si les marchés parviennent enfin à aller mieux, on va pas anticiper, mais oui, les valeurs défensives vont certainement baisser. Et celles qui ont bien marché, notamment comme Orange, hein, sur des plus hauts depuis plusieurs années, ça pourrait commencer à vendre. Et je voulais voir Carrefour. Je sais pas où ils sont, Carrefour. Hop, Carrefour, plus 0,4 par rapport à un CAC qui fait plus 2. Hein, c'est relativement moyen. Mais là aussi, sur Carrefour, on comble le gap. Ça y est, c'est fini. Donc plus de gap. La tendance baissière initiée ici au mois de septembre, elle est stoppée et peut-être pour une nouvelle tendance de retournement. Là aussi, il faudra valider des étapes. Moyenne à 200, on reviendra certainement un peu avant, mais là aussi sur Carrefour, peut-être se réintéresser à la valeur. Ça reste quand même un peu tendre et spéculatif à ce stade, mais on a stoppé la chute parce que quand on a des chutes comme ça peut durer des mois, voire des années. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de se placer, d'investir sur des valeurs comme ça qui ne font que descendre et qui ont que des signaux baissiers. Et là, on a invalidé hein, la baisse en revenant sur ces niveaux-là autour des 19,7, des 13,7 pardon. Et Thales, oui, tout ce qui est guerre et défense, pour moi c'est toujours bon parce qu'on voit quand même une consolidation au niveau de la MACD et au niveau du cours, on consolide à plat, c'est extrêmement fort, c'est un signe de force et généralement quand on consolide à plat, une fois qu'on a fini de consolider, on repart vers le haut, donc c'est des phénomènes qui font qu'il n'y a pas de baisse de cours parce que le cours est constamment acheté, il y a des supports et ça reprend généralement la dynamique, hein, le temps que les trimestres passent, que les ratios arrivent, que les moyennes remontent, on va reprendre un cours haussier, donc toujours dessus sur Thales et sur les valeurs défense européennes notamment. Alors on va voir quelques valeurs que je suis qui me semblent intéressantes, éventuellement hein, pour rentrer maintenant ou déjà depuis plusieurs jours. ABV aux États-Unis, belle valeur, très belle valeur. Et on revient sur des niveaux bien travaillés autour des 175. Là aussi, on est en train de faire une petite congestion. Et si on casse cette congestion, je pense qu'il faudrait l'acheter. Même peut-être anticiper dès maintenant. Hein, on y voit au niveau des indicateurs, la MACD. Par l'inversion de tendance, ça arrivera peut-être dans 1 ou 2 jours. Le RSI, on est pas mal. Hein, on est déjà allé sous les 30, on en revient. La cassure de l'oblique RSI, elle n'a pas encore eu lieu et elle pourrait avoir lieu d'ici une semaine ou deux. Donc le phénomène qu'on pourrait espérer, c'est retrouver le cours ici, hein, entre les 190 et les 180, on va dire, pour un pré-signal qui nous dira que le cours va casser enfin cette zone-là autour des 195. Donc plutôt favorable et c'est une super valeur hein, ABV qui devrait continuer sa progression vers le haut. La Chine, toujours avec Alibaba. Là aussi, Alibaba, on vient de casser l'oblique court terme, on casse la moyenne à 20.
On est toujours haussier. Inversion de tendance hier, premier histo vert aujourd'hui. On a eu un gros pic de volume sur support ici et sur moyenne à 200. Donc, belle valeur. On attendra peut-être les résultats hein, qui pourraient encore favoriser une hausse du titre. Mais Alibaba, ça fait partie des valeurs. Alors, je suis pas re-rentré sur Alibaba, mais parce que je suis rentré un peu ailleurs. Notamment sur Xiaomi hein, en Chine. Mais oui, c'est la deuxième valeur chinoise qui m'intéresse et éventuellement sur laquelle je rentrerai si j'ai des liquidités ailleurs. Mais je pense qu'on peut viser les plus de 150 et 180 peut-être pour 2025. On n'est pas loin hein, de valider encore une belle séquence haussière et la Chine va plutôt bien. Les technologies qui rebondissent. Alors moi je vais parler d'ARM. Leader hein, sur la conception intellectuelle des puces de téléphone. Il se développe aussi dans les serveurs et avec tous les investissements qu'on a dans l'intelligence artificielle, ils devraient aussi en profiter et ils vont aussi bientôt créer leur propre puce parce qu'avant ils ne fabriquaient pas. Ils avaient c'est des ingénieurs, hein, ils avaient des royalties avec des conceptions qu'ils vendaient aux autres et les autres utilisaient leur travail pour produire les puces. Et bien bientôt ARM va produire ses propres puces, notamment pour faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle. Donc ils devraient gagner aussi sur tous les tableaux. Ils sont aussi engagés hein, dans le projet Stargate, notamment qui avait été signé par Donald Trump, qui vise à injecter des milliards, notamment dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Donc oui, et les serveurs, et les data centers et autres. Donc c'est une super valeur. Techniquement, moyen, parce que on est sous les 150, on a cassé la moyenne à 200, et on est moyen, on est baissier, mais on a eu le gap. Le gap est pas comblé, hein. Le gap il est ici juste sous les 78,3 et il doit être autour des 77 à peu près. Donc on l'a frôlé, mais on voit qu'on est certainement dans une zone ici à tenir. Et si on la tient, qu'est-ce qui va se passer? On casse, c'est pas ça. Hop, si on casse par là, petite phase de congestion, on revient sur l'oblique rouge, perte de volatilité. Et ce qu'on attend, c'est boum, le départ. C'est anticipé à ce stade, mais elle a des fondamentaux très solides. Elle a une capacité aussi à se développer, parce que c'est relativement jeune, hein, entrée en bourse ici, septembre 2023. Le PER est un peu gros, mais il était énorme il y a quelques trimestres. Il est en train de baisser. Donc, très favorable sur ARM Holding, qui je pense, on le voit, hein, les volumes aussi sont là, devrait progresser en 2025. Parmi toutes les technologies, car il y en a quelques-unes, hein, parmi mes favorites, mais ARM fait aussi partie des grosses lignes que j'ai et sur lesquelles j'ai plutôt confiance. On reparlera des résultats qui vont arriver sur pas mal de valeurs du CAC 40 demain et après-demain. Donc on va pas les faire ici. Un petit point sur Eutelsat. Il y a toujours spéculatif Eutelsat, mais on voit que ça ne vend pas à chaque fois qu'on revient ici autour de la moyenne à 200. Autour de l'ellipse qu'on avait marqué, hein, comme quoi c'était une zone d'investissement intéressante qu'il fallait jouer pour jouer les gros rebonds et la spéculation hein, qui se met en place. Et on le voit que dès qu'on revient dessus, c'est racheté. C'est racheté ici le 26 mars, c'est racheté le 7 avril, le 15 aussi, et on va pas en dessous. Et là aussi, on consolide. Et on voit que depuis le 19 mars, hein, finalement, on ne rend rien. Donc on attend une nouvelle poussée avec des contrats, notamment avec l'Allemagne et l'Italie, pour Eutelsat. Difficile d'avoir un prix vraiment juste sur cette valeur-là, parce qu'il y a beaucoup de spéculation. Alors les 10 euros, ça me semble, et ça semble à tout le monde énorme. On la met plutôt, oui, éventuellement à ce prix-là, mais je pense qu'il y a encore un potentiel avec les contrats qui vont être annoncés, la spéculation, un potentiel encore pour aller un peu plus haut sur Eutelsat, peut-être les 5, 6, 7, à voir. Ça devrait pas rester longtemps, mais ça peut se jouer, je pense, en court terme. On voit qu'on n'est pas loin de revenir. Maintenant, on attend certainement des annonces de contrats. L'Oréal qui a annoncé ses résultats hier, hein, qui ont été très bons, achetés. Aujourd'hui, ça continue. Donc, moi, j'en parle depuis un moment, L'Oréal, hein, valeur
à la fois luxe et un peu bien de consommation. Elle est un peu hybride, mais c'est plutôt du haut de gamme quand même, L'Oréal. Assez faiblement, pour moi, valorisé, justement pour d'autres analystes, hein, autour des 316. Un point bas a été atteint et on fait le retournement sur L'Oréal. Donc là aussi, je pense qu'on aura quand même une belle année 2025 sur L'Oréal, qui continue sa croissance, hein. On avait vu les chiffres en augmentation continue. Et la tendance et le point bas atteint, ça devrait nous permettre de retrouver un cours au-delà des 400 euros, certainement assez proche cette année. Lotus Bakeries également, belle valeur, avec le support autour des 8000 qui est en train de tenir, les volumes qui sont là. La capacité de production qui va être en hausse parce que Lotus, ils vendent tout ce qu'ils produisent et ils pourraient encore en vendre plus. Le problème aujourd'hui, c'est la capacité de production, les chaînes d'approvisionnement et être capable de se développer plus pour produire plus, pour gagner plus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça met un peu de temps, mais ça va se faire, notamment sur pas mal d'usines en Asie. Donc oui. Et là, on a perdu beaucoup, hein, sur Lotus. Fera peut-être un point un peu plus fondamental sur la valeur, mais c'est une belle valeur que je suis et qui mériterait de s'acheter. On a comblé le gap sur les 7959, hein, et depuis on tient avec beaucoup de volume. Techniquement, on est dans une phase uniquement d'achat sur support et de rebond pour l'instant, hein. On est toujours négatif quand on voit des graphes comme ça, mais potentiellement, quand on connaît les fondamentaux et un peu l'entreprise, c'est plutôt ce genre de point bas à acheter. Évidemment, hein, si on revient au-delà des 10 000, on aura un point, une tendance dynamique et techniquement on sera haussier. Mais il y a peut-être des affaires à faire ici autour des 8 000 à 9 000 euros. Solvay. Elle a un peu de mal, elle a failli démarrer au début du mois de mars, et puis les attaques de Trump, hein, ont fait un peu de mal, mais là aussi dans la chimie, construction et chimie de spécialité, on est pas mal. On a des chiffres, hein, de retournement un peu qui arrivent avec l'Europe, pardon, avec l'Europe et la Chine aussi qui vont mieux. Donc Solvay devrait en bénéficier. Et là aussi, hein, on a quand même une tendance qui est relativement forte et intéressante. On a déjà ces petits points. Hop, ces petits rebonds qui arrivent, et je pense que, alors, ça peut mettre du temps, c'est ça qui est un peu ennuyeux sur Solvay, mais même si on dure encore 2, 3, 4 mois comme ça, il y a de fortes chances que ça casse vers le haut et que ça performe assez fortement sur Solvay. Donc on voit des belles zones de rachat sur les 28,5, des plus hauts de plus en plus bas, un phénomène de rachat autour des 32, plutôt largement positif sur Solvay. C'est difficile d'anticiper le jour même, hein, ou la semaine même où ça va partir. Ça peut partir sur des résultats ou des chiffres macro favorables, mais ça devrait partir, hein, Solvay. On va pas parier sa vie dessus évidemment, mais techniquement, fondamentalement, et puis au niveau des secteurs, il y a quand même beaucoup de choses qui plaident en faveur de Solvay. Donc plutôt être acheteur aussi sur cette valeur-là. Oui, Tesla, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la vidéo ce matin, si ça vous intéresse, notamment sur la valeur d'Elon Musk et les relais de croissance à venir. Le pétrole qui a un peu de mal, et les parapétrolières qui, pour certaines, arrivent quand même sur des points un peu clés. Et Viridien, on le voit. Moyenne à 200, c'est racheté en permanence, hein, on zoome. Le 9, et puis après le 11, le 16, le 17, le 22, le 23, c'est racheté en permanence sur la moyenne à 200. On est en train aussi de perdre en volatilité. Il y a plus de mèche. On ne cote que entre les 50,6 et les 47 en gros. Donc c'est... Alors ça, oui, ça fait quand même 8%, 8% de volatilité, mais par rapport à ce qu'on a connu avant, hein, où on voit qu'en une journée on fait 14%, après en 3 jours on fait 17%, on est quand même en train de se calmer un peu, et puis c'est une valeur relativement faible, donc qui est aussi plus importante en termes de volatilité quand il y a pas mal de monde qui se met dessus. Donc oui, on est en train quand même de baisser, d'accumuler ici. Attendre un signal positif, une sortie vers le haut.
de ce phénomène, ça pourrait être intéressant aussi pour jouer hein, la continuation sur Viridien. Malgré le fait quand même que la demande soit un peu en baisse sur certaines parties du monde, surtout les États-Unis. Mais on a vu hein, les États-Unis, les chiffres PMI qui étaient pas mal. On a aussi les ventes de logements neufs qui sont revenus mieux qu'attendu. Hein. On avait fait 677 000. On attendait 680 000 et on fait 724 000. Donc là aussi, plus de ventes. C'est favorable aussi pour l'économie des États-Unis. Ça montre aussi que la force hein, et la résilience du marché US, donc potentiellement de la demande en pétrole et des parapétrolières. Donc Viridien à suivre pour une continuation de la hausse après une correction un peu sévère. Mais c'est ce qu'on disait en début de vidéo, c'est les investisseurs, les gros, ils calculent pas. Hein. Il y a des mauvaises nouvelles, on bazarde de tout. Il y a des bonnes nouvelles, on réinjecte. Donc ça fait souvent des gros mouvements comme ça et ils le font dès le début. Donc entre temps, bah après il vaut mieux éviter de suivre le mouvement, sauf au tout début. Auquel cas, évidemment, quand vous faites la baisse là comme ça, vous pouvez racheter beaucoup plus bas, mais il faut pas le faire après. Hein. Si vous avez quelques jours ou quelques semaines de retard, ça sert plus à rien. Il faut rester sur un dossier qui est plutôt haussier et solide. Vision Group, c'est pareil, c'est les résultats ce soir, on verra. Et voilà. Et Xiaomi, oui, c'est une valeur hein, sur laquelle je suis. J'en parle souvent. Valeur téléphone, service internet et automobile. Donc, et là, on le voit, hein, la belle performance de Xiaomi qui a rebondi avant sa moyenne à 200 et qui revient bientôt hein, sur une. Alors les gaps sont pas marquants là parce que c'est pas son marché d'origine, hein, donc il faudrait voir le marché plutôt chinois voire américain. Là je l'ai en Europe. Donc mais les tendances sont les mêmes forcément. Et le rebond est intéressant quand même sur Xiaomi. Hein. On voit aussi l'inversion de tendance, donc un peu comme sur Alibaba, sur beaucoup de valeurs chinoises. Avec une Chine qui revient bien pour le moment, qui dévalue un peu sa monnaie. Donc à court terme, ça devrait être favorable. À moyen long terme, peut-être pas, mais le temps que ça mette en place les effets, hein, sa dévaluation monétaire, ça devrait l'aider à booster pas mal de ses valeurs domestiques. Donc oui, sur Xiaomi, on est plutôt largement favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Je crois qu'il n'y avait pas de valeur abonnée nouvelle. Donc si ça vous intéresse, mettez les valeurs qui vous intéressent pour une analyse. On le fera ici hein, en graphique. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. J'y répondrai. Mettez-les en commentaire. Bon trade, à plus.